Nouvelle saison, nouveau studio, nouveau décor, nouvel habillage et nouveaux iPhones au sommaire de ce nouvel épisode d'On refait le Mac. Quelques jours seulement avant la keynote d'Apple qui se tiendra mardi 10 septembre à Cupertino. Retour sur toutes les nouveautés qui seront dévoilées par Tim Cook. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver dans notre tout nouveau studio, notre nouveau décor. Bravo, vraiment un immense bravo à toute l'équipe de l'agence Underside qui a travaillé tout l'été pour nous designer cet écran. Il est vraiment, regardez, magnifique. Un énorme merci également à toutes les équipes, bien sûr, d'On refait le Mac qui ont réussi à monter ce tout nouveau studio plus grand, plus beau et on espère plus fort. Et enfin, merci à l'agence Rumeur Publique pour sa confiance, ce qui va nous permettre de produire plein de beaux podcast. Enfin, bien sûr, merci à vous, vous qui nous demeurez fidèles depuis près de 10 ans, vous qui nous avez permis de grandir émission après émission, d'acheter du matériel grâce à vos dons. Bref, tout cela n'aurait pas été possible sans vous, bien sûr. Avec comme chroniqueur pour cette nouvelle saison et cette semaine en plateau, un nouveau visage dans cette émission, Laurent Pantanache d'X-Brains. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. C'est une première pour toi, mais tu es un vieil habitué du monde Mac, du monde Apple. Hein. Tout à fait. Un fan absolu. X-Brains, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Un éditeur de logiciels en mode SaaS qui fournit des solutions de traitement du langage avec beaucoup d'IA derrière. Ouais, l'intelligence artificielle, c'est aussi la raison pour laquelle tu nous rejoins. C'est vraiment un enjeu majeur pour le développement d'Apple dans les mois qui viennent, pour rattraper notamment Google du côté de Siri. J'espère qu'on aura plein de choses à vous dire dès mardi avec le live. On sera en live avec On refait le Mac. Autre invité, vous en avez l'habitude, il est là, c'est un fidèle de cette émission. Il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi de Ionix. Bonjour Stéphane. Ionix. Ionix X, autant pour moi. Pas de souci, mon cher Olivier. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour cette nouvelle saison dans ce bel écran. Ouais, Ionix X, tu nous en dis quelques mots ? On connaît le groupe Ionix avec les écoles comme Epita et Epitech. C'est la plateforme d'enseignement à distance où tout le monde peut démarrer un MBA, un master très rapidement, en plus avec quelques avantages liés au online. Voilà, tout simplement. On va essayer de disrupter aussi un petit peu l'enseignement. Une historique de cette émission, Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny, tu vois j'ai été sobre cette année. Olivier. J'ai rien dit, j'étais le plus sobre possible. Ça va bien Fanny ? Très bien, et toi ? Bien contente de faire cette rentrée. Bon, moi aussi. Autre historique, un ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Monsieur X, bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, tu vois, il y a des choses qui ne changent pas. Par contre, cette année, je pense que je suis en avance sur Apple. Leur keynote va donc être le 10, mais moi j'ai déjà mon excuse pour ma femme pour acheter le nouveau modèle d'iPhone qui va sortir. Ouais, c'est quoi ? Et mon excuse, elle est simple. Ma femme a envie d'un nouvel iPhone. Elle est pas belle, la vie ? Donc, tu vas lui donner le tien, tu vas prendre le nouveau. Voilà, je suis tout prêt. Bon, très bien. Donc, on n'a pas besoin de te convaincre si cette semaine ou la semaine prochaine, il va falloir changer ton iPhone 10 ou 11, 10 pour le futur 11 que nous avons ici en maquette. Mais on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Je vous rappelle que nous serons justement en direct la semaine prochaine, mardi prochain exactement, dès 18h30 le 10 septembre, pour découvrir en direct le prochain Apple Event et découvrir les prochaines générations d'iPhone et d'Apple Watch. Il y aura plein de surprises, on va essayer de les résumer et je vous l'ai dit, regardez, on a reçu l'iPhone 11 ou plutôt sa maquette et c'est assez étonnant. Alors, je vous l'ai passé en main, vous l'avez pris en main, on dirait vraiment un vrai quand on l'a en main. Ouais. Laurent, c'est étonnant. Alors, tu me posais la question tout à l'heure, comment tu l'as eu ? En fait, c'est notre ami Jean-Christophe, l'Inder de Macway, qui nous l'a ramené de Chine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai marché noir, en fait, des maquettes d'iPhone dès le mois de mai, quand le form factor est finalisé. Ils arrivent à sortir des empreintes, ils font des moules du futur iPhone, et ça permet à tous les fabricants d'accessoires de produire des housses, des coques, en même temps que la sortie de l'iPhone, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, ou au moment de sa disponibilité, on en parlera tout à l'heure, l'ensemble de l'écosystème Apple a déjà produit des housses à ce format-là. Il ne faut pas se planter. On se rappelle, il y a quelques années, du temps de l'iPhone 5 ou même de l'iPhone 4S, il y avait eu quelques soucis. Juste un petit mot pour vous dire que, accessoirement, autour de cet iPhone 11, on va résumer les rumeurs, mais on ne va pas parler que d'iPhone ce soir, mais ça reste quand même le sujet principal. Et on commence tout de suite avec le sondage de la semaine.
Le sondage de la semaine, c'est la réponse qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'En refait le Mac. Cette semaine, la question était: êtes-vous convaincu par le design des maquettes d'iPhone 11 et son gros carré au dos, c'est vrai que c'est assez marquant. Et vous êtes largement pas du tout convaincu par ce design. 77% de non contre 23% de oui. Vous avez été quand même près de 488 à voter. Ça montre quand même que le sujet vous intéresse. Alors, mesdames, messieurs, tout simplement vos réactions. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laurent, tu as eu quelques minutes en main avant le début de cette émission. Quel est ton sentiment? Est-ce que tu, comme beaucoup, tu trouves le design pas très réussi de cette petite bosse, monseigneur? Touchez ma bosse. Alors paradoxalement, la bosse me choque pas, je trouve, là, parce qu'elle est moins épaisse que sur les XS et les X. Après, ça reste quand même un gros carré noir au milieu d'un très joli dos blanc. J'aurais préféré soit un petit carré blanc sur un gros bloc blanc ou un carré noir sur un fond noir, mais pas cette espèce. On sait que les blancs seront noirs, quoi. Ouais, Stéphane, de ton côté. On commence tout de suite la saison à être sympa. Mais oui, non, en fait, honnête. Non. Là, le truc, c'est que moi, j'ai vu d'autres maquettes déjà où déjà le côté noir versus blanc, il était moins tranchant et donc c'était un peu. Ils avaient mis à la place du noir, par exemple, là, ça aurait été en blanc, donc ça aurait été moins visible. Il y a différentes formes, mais on y reviendra dans un instant. Mais tel que celui que tu as vu là, concrètement, moi, quand on le met à côté d'un iPhone, là, j'ai un 10S Max qui me sert de chrono. À force, j'en parlais avec Didier Policani qui n'est pas là cette semaine, il est assez d'accord avec moi. Il manque quelque chose sur celui-là quand on. Ah oui, c'est sûr qu'il manquait déjà quelque chose par rapport au Huawei. Mais bon, bref, tu n'es pas convaincu. Non, mais je trouve ça pas très beau par rapport à ce qu'Apple nous a fait. Voilà, en termes de minimalisme, on est loin des codes. C'est bon, on est même bientôt. On va prendre quand les autres ils auront fait 4 ou 5 objectifs, on va prendre tout. D'accord. Ouais. En gros, pour toi, c'est un petit peu la facilité. Fanny. Oui. Ouais, moi je vais ajouter un petit truc, c'est que là, depuis plusieurs années, ça fait 2-3 ans, de toute façon, à chaque innovation design et chaque nouvelle techno qu'on intègre, c'est compliqué d'améliorer le design parce que c'est toujours des éléments qu'on rajoute et il faut rester dans toujours tout petit. Et que ce soit les poinçons dans les écrans des Huawei ou autres, que ce soit les encoches, les notches, que ce soit les caméras qui dépassent ou pas, on se rend compte que tout le monde critique et qu'il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, et c'est mon avis perso, c'est plus est-ce que les appareils photo vont être bons et vont se rapprocher en effet de ce que font les Huawei ou autres, qui me manquent un petit peu. Et je dirais presque là, actuellement, les designs, ils sont tous à peu près identiques depuis des mois et que c'est compliqué de faire beaucoup mieux pour l'instant, a priori. Donc, est-ce que ça va bien marcher? Moi, j'attends plutôt de le tester, mais je m'en fous un peu en fait du design là, je crois, sur le 11. Je voudrais juste voir où sont les photos. Alors, tu l'as dit, cette bosse se justifie par la volonté d'Apple par les composants, qui voulait monter en gamme et améliorer le rendu photo et s'aligner sur la concurrence. On va voir. On n'a évidemment pas les rendus. On les aura mardi. On compte sur Tim Cook pour nous en faire de belles. Donc la bosse cacherait non pas 2, mais désormais 3 objectifs photo. D'autres constructeurs, Monsieur X, comme on pense notamment à Huawei ou Samsung, ont déjà intégré depuis longtemps 3 objectifs. Et en les alignant, ce qui est pas forcément, c'est peut-être un peu plus élégant, qu'on peut le voir sur cette vidéo, ou encore en plateau ici avec notre ami Stéphane, ou même en duplex avec Fanny. Monsieur X. Oui, écoute, je rejoins Fanny. Le fait, alors je pense qu'il y ait plusieurs objectifs, c'est que ça va améliorer la partie photo. Et on sait que les iPhones, comme ils sont renouvelés qu'une fois par an, ont besoin d'être améliorés sur la fonctionnalité photo. Voilà, donc si ça fait le job en termes de fonctionnalité, moi franchement, le placement, la forme, voire même l'épaisseur, je m'en fiche un peu à partir du moment où ça marche. En termes on va dire, d'aspect extérieur, ce n'est qu'une partie du design. Moi, c'est plutôt globalement cette forme tout arrondie qui commence un petit peu à me fatiguer. Et je pense que le vrai challenge, il n'est pas sur cette face arrière. Une fois de plus, si la partie photo est très bonne, on s'y fera. Mais c'est plutôt sur la face avant, avec ce notch qui est quand même un peu emmerdant d'un point de vue du développement des applications, d'un point de vue de l'utilisation des applications. Et je crois que le vrai challenge, il est sur cette face avant et sur les autres capteurs et les autres optiques. Après, l'appareil photo face arrière, c'est vraiment, de mon point de vue, du goût et des couleurs, sauf si la partie objectif est trop grande, comme on l'a vu avec les prototypes de coque, ces objectifs ne seront pas protégés, ils seront plus grands, donc ils seront plus exposés à prendre des chocs, mais pour moi c'est
le seul problème, et c'est vraiment pas une question majeure dans ces potentielles futures annonces. Donc en clair, Monsieur X, c'est vrai qu'on va voir les fonctionnalités, et c'est vrai que tu as raison sur la face avant, y revenir dans un instant, mais c'est vrai que la déception, et du moins le sentiment un peu timoré de pas mal de fanboys et d'historiques de la marque comme moi, c'est vrai qu'on espérait un peu plus de bouleversement en termes de design. Ça va faire 3 ans maintenant que l'iPhone 10... 2 ans que l'iPhone 10 a été lancé, donc généralement c'est le cycle de renouvellement du design, ce n'est pas le cas cette année. Alors on va essayer quand même de faire un petit inventaire à l'après-vert des avancées en termes de design. Il devrait y avoir un verre dépoli désormais, c'est presque acquis pour faciliter notamment la prise en main, parce que c'est vrai que le verre tel qu'il est de base a tendance à glisser. On devrait avoir de nouvelles couleurs, comme l'illustre la vidéo de Didier sur Mac Forever. Regardez, on parle de vert, de violet, ça ressemble un petit peu d'ailleurs aux couleurs qu'on retrouve dans le carton d'invitation de l'event qui aura lieu mardi, qui reprend les couleurs historiques d'Apple, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, autre évolution mineure, le déplacement du logo de la pomme du centre au dos de l'iPhone. Ça peut sembler accessoire, mais cela pourrait matérialiser l'endroit pour la charge inversée et afin de recharger sans fil, par exemple ses AirPods. Ça, c'est une fonction indispensable, je dirais aujourd'hui pour Apple, puisque Samsung et Huawei l'ont lancé au printemps, Stéphane. Oui, et je te dis pas combien ça a été utile cet été de pouvoir charger son téléphone avec un autre téléphone, en l'occurrence celui-ci. Oui, toi c'est pratique, tu as 2 téléphones, donc l'un recharge l'autre. Voilà, exactement. Mais bon, ça va dans le sens de l'histoire. Les AirPods sont passés au mode sans fil, encore une fois. Bon, c'est vrai qu'on aurait préféré qu'Apple accélère. Et c'est vrai que c'est ça qui colle un petit peu à l'image d'Apple ces derniers mois, ces dernières années, d'un Apple un peu suiveur. En tout cas, il y a une réactivité, c'est déjà ça. Je suis sceptique, moi, quand même, sur la recharge. J'entends le côté... ça marche très bien. J'entends le côté pratique. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos téléphones, la plupart du temps, on se retrouve déchargés, quoi. Donc, on sait que l'efficacité de la recharge sans fil, c'est 50% par rapport à du filaire. C'est vraiment dépannage, quoi. Donc, c'est bien de l'avoir, mais en dépannage. C'est que du dépannage. En fait, on peut recharger qu'à 20% après. Au moins, on peut permettre aux gens de... Oui, ça te sort de... Mais moi, en tout cas, c'est la fonction qui me séduirait le plus demain si l'iPhone 11, s'il s'appelle comme ça, on verra qu'il y a quelques variantes de nom, plutôt iPhone Pro et iPhone tout court, on verra. En tout cas, c'est la fonction qui va me séduire le plus si elle arrive dès mardi. Donc, pas de changement, vous le disiez, Monsieur X, côté écran. Les diagonales demeurent identiques, 5,8 pouces et 6,5 pour le successeur des iPhone 10S et 10S Max. Et pour le 10R, ce sera toujours également du... j'ai oublié la diagonale, je crois que c'est du 5,8 également, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un peu plus. Non, c'est entre les deux, en fait. Entre les deux, c'est entre le 10S. C'est combien le 10S Max déjà ? C'est 6,5. Donc c'est 6,1, je crois, le 10R. En revanche, une rumeur persistante, mais moi j'ai du mal à y croire, c'est qu'Apple retirait donc le capteur de pression de l'écran et miserait tout sur le Haptic Touch qui est arrivé sur l'iPhone 10R et dont je n'arrive pas à utiliser personnellement. Donc j'espère que ça ne va pas arriver, qu'on ne va pas nous enlever le retour haptique. Enfin, Monsieur X, vous le disiez, l'encoche qui serait toujours de la fête. Les rumeurs qui annonçaient la réduction progressive semblent faire plutôt pchit. Mais en tout cas, la technologie TrueDepth devrait évoluer pour voir le champ de vision élargi, Laurent. Et c'est vrai, quand on a l'habitude, toi qui as eu pendant longtemps, avant jusqu'à quelques jours encore avant de tomber à l'eau avec, dirons-nous, d'avoir un iPhone 10, son principal défaut, c'est que lorsqu'il est posé, regardez, sur la table, eh bien, on ne peut pas le déverrouiller. Ou presque. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, on le voit beaucoup avec les iPads, les iPads Pro, où finalement le déblocage donc, sur les 2 axes permet aussi... 3/4 du temps de le débloquer aussi en diagonale, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait on a un déblocage en 360 quasiment possible. Ouais. Et ça te semble une fonction indispensable aujourd'hui, Stéphane, pour moi j'ai un peu de mal avec TrueDepth. Une fois sur 2, je suis obligé de voilà. Il y a des générations qui sont habituées. Moi le bouton me manque encore, mais c'est parce que je suis un vieux. Mais ça marche pas toi. Très bien. Ça marche très bien. Ouais. J'ai dit un enfer. Ah voilà. Toi, c'est mon chemin de croix. Alors raconte ton histoire, allez. J'ai sauté dans l'eau. Qu'est-ce qui te prend aussi de sauter dans l'eau avec un iPhone 10 ? Non, j'ai une très belle vidéo. Oui, c'est étanche en iPhone 10. Ouais, mais en fait, non. En théorie. En marketing, oui. Donc en fait, c'est une vidéo que j'ai fait à de multiples reprises, dans de multiples conditions, toujours la même chose. Mais la fois de trop. Je me mets en slow-mo, je saute dans l'eau, et puis il y a cet effet de bulle magnifique. Eau douce, quand même, il faut le préciser, parce que l'eau salée, non. Non, eau douce, très belle rivière.
Et donc un très bel effet de petite bulle qui remonte, génial. Et donc là, j'ai plongé. Et en sortant de l'eau, mon écran a commencé à faire un trait vert, 2 traits verts, 3 traits verts, chauffer énormément et s'arrêter. Et donc en fait, il n'est pas étanche. Donc Apple m'a dit, oui, alors ils sont étanches, on les vend comme étant étanches, mais on ne peut pas savoir à quelle profondeur vous êtes allé. Et ne pouvant pas connaître la profondeur, on ne peut pas garantir les problèmes liés à l'eau. Et donc en fait, il a été ouvert. Et en l'ouvrant, en fait, le joint, on voit très bien que le joint a été certainement mal posé. Hein, ça se joue à un demi-millimètre. Hein, on est vraiment sur quelque chose. Donc en fait, il est noyé. Tu l'as pas fait tomber parce que des fois, un petit choc fait que l'insert de l'écran peut avoir bougé. Le téléphone était donc tout le temps dans une coque et vraiment, et je l'ai là, hein, je le garde parce que extérieurement, il est vraiment neuf, quoi. Il est aussi presque aussi beau que ton morceau de plomb dans ta poche. Moi, c'est une vraie savonnette, hein, c'est une vraie brique. Hein, j'ai la même je le même en XS. Voilà, mais c'est bien, tu peux faire collection de plus. Je te la laisserai, ça fera une brique de plus. En dessous de verre. Et donc, tu vis ton chemin de croix parce qu'entre-temps, tu es revenu à... Alors, bien qu'ayant été chambré par mon voisin de table, comment tu fais pour tenir ? Je me suis dit non. Montre ton appareil parce qu'on ne le voit pas sur le plan large. Et donc, tu es revenu, tu es puni, tu es revenu à l'iPhone SE. Exactement. Voilà. Donc, très bon téléphone. Très costaud. Que j'avais sous la main. Donc, très bon téléphone. Et très bon téléphone. En revanche, pour revenir à ce que tu disais, l'habitude du déblocage avec le Face ID, aujourd'hui avec c'est très dur pour moi. J'ai pas le réflexe. Moi c'est le bouton qui me manque. C'est marrant. Tu vois, c'est là les deux différences d'usage parce qu'on est parti là-dessus. Et je vais mettre un vieux d'indicateur. Non, je pense que c'est une question de. Mais en tout cas, c'est vrai que la fonction du changement d'angle et la fonction d'orientation, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais on a vu Fanny, par exemple, ou Monsieur X chez Huawei ou chez Samsung arriver notamment chez Samsung sur le Galaxy au printemps, l'arrivée d'un capteur d'empreinte digitale posé sur l'écran. C'est pas à l'ordre du jour chez Apple. Hein. C'est pas dans la culture d'Apple de proposer plusieurs manière de régler, de déverrouiller un iPhone. Hein. C'est plutôt une unification des usages, donc on aurait plutôt Face ID si on s'en tient à la culture d'entreprise d'Apple, hein, Monsieur X. Ah bah oui, moi je crois que, et je souhaite d'ailleurs à titre personnel que Face ID se démocratise, iPhone, iPad et sur mon Mac. Voilà, parce que moi je déverrouille mon Mac avec mon Apple Watch, mais ça reste lent ou plutôt long comme un jour sans pain, donc j'espère bien que mon prochain MacBook Pro que je planifie d'acheter dans 18 mois aura Face ID. Voilà, moi ça c'est un vrai plus. Je rejoins ce qui a été dit en plateau, et non seulement je veux pas faire machine arrière, mais j'en veux plus. Ouais. Petite réaction d'Éric Belfort sur Twitter avec l'hashtag, avec le Twitter @BelfortEric1. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions via le compte Twitter dont on fait le mag avec l'hashtag ORLMMac. Et au sujet du design de l'iPhone, il n'a pas tort. Quand je pense aux moqueries concernant le Nokia 9, souvenez-vous, avec ses 5 capteurs qui eux sont sans surépaisseur. C'est vrai que ça peut faire sourire aujourd'hui. Reste à voir surtout les performances photo. Donc il est assez d'accord avec vous, cet internaute Eric. Le point le plus critique reste l'autonomie. Apple va-t-elle continuer avec les petites capacités autour des 3000 mAh ? On peut penser que l'autonomie ne va pas vraiment beaucoup évoluer vu que le form factor reste le même. Par contre, on va peut-être gagner avec la nouvelle génération de puces A13 qui devrait arriver et qui serait un peu moins gourmande en énergie. On verra ça encore une fois mardi. Une autre question de Sébastien Corberon, toujours sur Twitter, @seblinux78. Une question toute belle. Le nouvel iPhone aura-t-il une prise USB-C qui s'est généralisée effectivement, Stéphane, dans le monde PC, dans le monde Android, même sur l'iPad Pro que tu as devant toi, Laurent, mais on peut penser qu'il y a un bel écosystème autour de Lightning sur l'iPhone et que c'est pas prêt de disparaître. Hein. Non, Laurent. C'est dommage. Je pense pas, non. Je pense qu'ils vendent tellement de câbles que... Oui, de câbles et de licences. Donc il faudra encore jongler malheureusement entre les différents accessoires et câbles différents entre le MacBook Pro. Il faut juste espérer qu'Apple nous livrera un câble USB-C vers Lightning si vous avez un MacBook Pro. Il faut juste espérer qu'Apple livre surtout un chargeur électrique un peu plus... c'est ce qui est prévu apparemment. Parce que dans les rumeurs qu'on a pu voir, il y aurait un chargeur haute puissance pour une fois, mais il serait USB-C, et donc on aurait un adaptateur Lightning USB-C. Ouais, après avoir eu le même chargeur que l'iPad. Bah ouais. Voilà, qui permet de charger effectivement. Enfin, messieurs, quand vous allez acheter votre iPhone à 1000 ou 1200 euros, on n'est plus à ça près, t'as raison. La semaine prochaine, vous achetez un chargeur
rapides chez Apple, il y en a des très très bons. Bien Moi, sûr. c'est ce que j'ai fait. Hein. Bien Voilà. sûr. Bon, ça fait 50 € de plus. Non, Voilà. mais à ce prix-là, il pourrait faire un petit effort quand même. Mais ça marche extrêmement bien. Maintenant, avoir ce fameux chargeur rapide, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 2 au moins avec des puissances différentes en vente chez Apple, fait par Apple. Les avoir en standard et gratuit dans l'iPhone, aucune chance. Parce que d'abord, ça leur coûte de l'argent. Et puis, ça ferait des packages beaucoup plus gros en volume. Et le volume, c'est l'ennemi de la logistique. C'est l'ennemi de plein de choses. Qu'est-ce que tu entends, monsieur X, que les financiers ont pris le pouvoir chez Apple, c'est ça? Avec Tim, il y a de ça 15 ans. Ouais, Et je sais bien. c'est partie de leur succès aussi. Alors, Souvenez-vous de Nintendo qui a quand même mis ses chargeurs en option quand ils vendaient la Nintendo 3DS à un Ouais. moment. Hein. Il Ouais, fallait mais l'acheter en supplément. mais les marges sont pas les mêmes quand même, là, Fanny. Donc, on peut pas penser que les marges d'un iPhone, quand tu penses qu'il y a peut-être plus de 40% de marge sur un iPhone, on est loin de ce compte-là sur une Nintendo, hein, loin de là. Donc, bon, on peut comprendre que Nintendo essaye de grappiller à droite à gauche. En tout cas, Apple préfère miser tous sur la photo. Alors, quel type d'objectif va embarquer cette fameuse Boss dont on a parlé longuement aujourd'hui? On y répond dans un instant. Prochain iPhone, Apple mise tout sur la photo, alors que cachent les Boss au dos de ce nouvel iPhone. Les successeurs du 10S devraient disposer d'un ultra grand angle. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Fanny, toi qui es vraiment fan du Huawei et du Samsung, moi quand je fais des vidéos, je suis amusé tout l'été de vous présenter les coulisses du studio. Bien qu'il ait grandi, ça me manquait un grand angle. Ah ouais, bah écoute, je suis plus fan des Huawei, surtout là le dernier Honor qui est encore moins cher que le Huawei, hein, qui a les mêmes fonctions en fait, Ouais. le 20 Pro. Ils ont plein de features. Ils ont ce fameux grand angle qui permet en effet, dès qu'on est devant des monuments, dans des rues ou dans certains lieux un peu exigus, d'avoir un champ beaucoup plus large. Et puis il n'y a pas que ça, tu as aussi l'objectif super macro. Tu peux vraiment faire des photos très très près, etc. Et avec l'iPhone, par exemple, faut cheater un petit peu, faut magouiller, soit avec l'option portrait, soit faut se rapprocher et essayer de faire la mise au point, mais c'est difficile à moins de 20 cm ou 30 cm de faire quelque chose de potable. Donc ces choses-là, et en hardware et en software, elles sont bien mises en avant sur les téléphones Android, hein. Et c'est une des choses, moi, qui me manque énormément sur l'iPhone, que j'aimerais bien voir arriver, en effet. Donc, pas de zoom, a priori, sur les prochaines générations qui vont succéder au 10S. C'est pourtant une fonction vraiment star du Huawei, qui a fait vraiment des clichés assez étonnants. Tu peux nous en parler de cette photo que tu as prise cet été, Stéphane? En fait, Regardez. Là, on va voir à l'antenne cette photo de la Lune. J'étais en x20 et quelques. Donc, c'est un zoom optique. Zoom numérique, oui. C'est optique et numérique. Numérique, oui. x5 en optique et tu es monté jusqu'à x20. x20, exactement. En numérique. Et ce qui était dingue, c'est que quand j'avais vu la keynote pour la présentation du P30, je dis bon, ils ont fait la photo de la Lune. Ouais. Et j'avais une pleine lune à Tel Aviv cet été. Il n'y avait pas de nuages, donc j'ai profité. J'ai fait cette photo-là que j'ai pu publier sur Instagram. Et en même temps, sur Facebook, et ce qui est marrant, dans les réponses, j'ai pu avoir Hubert Gizmo, qui a fait la même photo à Shenzhen, en Chine. Et donc avec le même téléphone. Et donc on avait, à 2 endroits dans le monde, à très peu de minutes, à quelques heures, parce que la Lune était à un autre moment, bien sûr, mais on avait le même cliché. Et ce qui était annoncé dans la keynote, on pouvait le tester. Et c'est ça qui est fort, c'est que si Apple ne rattrape pas son retard encore, sachant qu'avec déjà le Mate qu'ils vont annoncer là le 19 septembre, et ensuite en février ou mars, je ne sais plus quand, il y aura le P40, ils vont encore prendre de l'avance. Et là, je trouve qu'en tout cas ce zoom, c'est vrai que bien sûr, il ne faut pas bouger, c'est très compliqué de prendre la photo, mais le résultat, il est bluffant. Fanny peut dire encore, parce que justement, c'est que malgré le fait que par exemple, ils ont rajouté la fonction photo de nuit, et ça prend à main levée, maintenant tu peux faire, ça va te prendre plusieurs clichés et ça va recalculer pour que ce soit parfaitement net. Donc tu arrives à avoir des photos multi-expositions à temps long.
et elles sont nettes à l'arrivée parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est leur fameuse algo d'apprentissage qu'ils ont fait sur les images. Ça prend les photos et ça arrive à les remettre toutes les unes. Donc, même si toi, tu as bougé un petit peu, tu as tremblé, ça te refait qu'une seule photo et ça en quelques secondes. Et c'est une des vraies forces qui est mise en avant par ces marques-là et que ne fait pas Apple. C'est très limité encore. Ils ont commencé à parler en effet d'algorithmes et d'intelligence artificielle dans leur projet, mais pas au niveau du traitement des images. Il y a une vraie avance technologique pour l'instant. Alors, on va se tourner vers le spécialiste de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a du bullshit marketing concrètement de la part des constructeurs quand ils disent voilà, il ne suffit pas de mettre un capteur derrière, il y a énormément de travail qui sont. On voit qu'il y a du traitement numérique qui est fait derrière, évidemment. Est-ce que il y a des efforts à faire du côté d'Apple? C'est vrai que l'application de la photo est assez minimaliste chez Apple, mais qu'a priori, dans la prochaine version d'iOS 13, ce ne serait pas forcément lié aux nouvelles générations d'iPhone. Il y aura un gap qui serait franchi logiquement, mais c'est pas que l'intelligence artificielle, encore une fois. Non, je pense qu'il y a deux choses qui sont assez intéressantes, et finalement Apple s'est fait prendre à son propre, je dirais, jeu, et donc au piège de son comportement. C'est-à-dire que pendant longtemps, Apple finalement a été suiveur sur la partie photo en disant de toute manière, derrière, on va faire du retraitement qui fait que les photos paraîtront bien. Et c'est vrai que pendant longtemps, quand on regardait la qualité des capteurs Apple et la qualité des capteurs d'autres téléphones, bien sûr du monde Android, on se retrouvait avec des photos Apple qui étaient quasiment aussi bonnes, alors que technologiquement, on avait X millions de pixels en moins. Et le problème, c'est que dans le même temps, les autres se sont dit, on va pas rester seuls dans notre coin. Nous aussi, on va être capable d'utiliser, en post, de faire du calcul, de bénéficier d'intelligence artificielle pour améliorer les photos. Alors, bien sûr, avec différentes technologies. Et du coup, je pense que là, Apple doit finalement devoir rattraper en hardware ce qu'ils ont essayé de gagner en software à un moment donné. Alors, on a quelques éléments qui permettent de savoir ce qui pourrait être présenté mardi. On parle d'une fonction qui permettrait de prendre 3 photos simultanément, non plus 2 mais 3, et mixer les images pour apporter une correction automatique. Donc c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, mais il y aurait plus de photos. Alors, il faudrait imaginer par exemple si sur une image vous ne souriez pas ou fermez les yeux, et bien automatiquement l'iPhone va choisir la meilleure, ou si une personne n'est pas dans le cadre, elle va être ajoutée, bref. Mais c'est surtout sur la basse lumière que les avancées sont attendues, et on sait qu'historiquement, c'est plutôt le talon d'Achille d'Apple. Il manque aussi des fonctions de retouche. Ça aussi, Apple devrait proposer plus de fonctions de retouche et de fonctions pour appliquer des effets, de jouer sur la colorimétrie. Et pouvoir également ajuster la prise de vue plus facilement en mode vidéo, ou recadrer une vidéo. Encore, on sait que c'est pas forcément la panacée de l'iPhone. Et le zoom, eh bien peut-être qu'il serait là, mais uniquement sur le successeur de l'iPhone XR. Il y aurait un zoom optique x2 et non pas un grand angle. Donc pour la première fois, le téléphone grand public d'Apple, même si le prix est loin d'être grand public, aurait un deuxième objectif et non plus qu'un seul. On y verra plus clair également mardi. On a beaucoup parlé également, pour clôturer sur au registre de la photo, de l'arrivée d'un capteur 3D qui serait un peu plus performant pour la réalité augmentée, l'AR, qui permettrait également de faire des photos sous 2 angles différents, faire des images stéréoscopiques. On en a vu arriver en 3D ou en stéréoscopique sur Facebook. Là, c'est du traitement logiciel en l'occurrence. Toutes ces avancées en matière de photos seraient rendues possibles par l'arrivée d'une nouvelle puce, la puce A13. Chaque année, Apple met à jour sa puce. Vous savez qu'elle le design eux-mêmes. Elle serait équipée serait accompagné d'une puce AMX Matrix pour des traitements spécialisés, notamment pour la réalité augmentée. On sait qu'Apple valorise beaucoup dans iOS la réalité augmentée, ce qui laisse à penser qu'Apple nous préparait des lunettes, mais on va en parler dans un petit instant. Enfin, là, c'est plus surprenant, mais on s'y attendait puisqu'Apple a communiqué là-dessus, et c'est un enjeu d'un procès notamment avec Qualcomm, et j'en passe. Et puis Apple a racheté Intel cet été. C'était un peu l'actu. Intel, les divisions processeurs d'Intel pour les mobiles et pour les modems notamment. Pas de 5G dans le prochain iPhone, plutôt en 2020. Il va falloir attendre un petit peu pour l'avoir. Est-ce que vous pensez véritablement, vous qui êtes toutes et tous des early adopters, est-ce que c'est vraiment un frein, le fait que cette année il n'y ait pas de 5G? Peut-être on va commencer avec Laurent et puis on enchaîne avec Monsieur Huys, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Je pense que ça a toujours été le cas. Toujours Apple était en retard, c'est vrai. Et finalement, ça n'a pas eu vraiment de réelles conséquences, quoi. Donc, on l'a vu avec l'iPhone 5 qui n'était pas 4G en France. Tout à fait. Et ainsi de suite.
Bon, après, je suis pas sûr que les réseaux, tous les tests qu'on voit aujourd'hui sont assez impressionnants, vraiment bluffants, quoi. Il y a personne sur les réseaux, donc c'est un peu normal, donc ils ne saturent pas. Les gens qui font les tests le font à 1 mètre de la borne, donc c'est sûr. Ils exagèrent des presses, ouais. Mais non, je pense que c'est calculé. Puis ils veulent que ce soit un produit de consommation qu'on change tous les ans. Donc à la limite, c'est vrai qu'on essaye d'imaginer 2-3 ans, la durée de vie, quand on le recycle, là, son cousin, sa femme pour Mister X, personne pour moi parce que je l'ai noyé. Mais je pense que non, je pense que c'est bien calculé, quoi. Ouais. Monsieur X, une réaction, vous qui connaissez bien le monde des telcos, est-ce que c'est vraiment un frein demain de proposer un téléphone qui a une durée de vie de 2 à 3 ans et qui ne sera pas 5G? Pas du tout. Non, je pense que c'est vraiment pas un problème. Tu vois, j'ai entre guillemets pour Apple moins peur avec le fait que la 5G soit pas là dans les modèles de septembre que le fait qu'il n'y ait pas eu la 3G quand l'iPhone initial était sorti, ce qui me paraissait incroyable. D'abord parce que ça va être très compliqué de mettre en œuvre la 5G pour les constructeurs, hein, ça consomme beaucoup, donc on parlait de batterie tout à l'heure, c'est plus valorisé par les gens aujourd'hui que le fait d'avoir la 5G alors qu'il n'y a pas de réseau en France. Faut appeler un chat un chat. Et puis en termes d'usage, si la 5G va apporter plein de choses, mais peut-être pas tant dans les smartphones que pour l'accès à Internet à domicile. T'as plus de box, t'as une box 5G. Et puis peut-être dans certains cas, ça serait très plaisant. On dit que la 5G pourrait être dans certains cas passe-muraille, c'est-à-dire que le signal 5G passe mieux à travers les murs de ton appart ou de ta maison. Et là où tu perds le signal 4G, tu continueras à avoir le signal 5G. Donc il y a plein de bénéfices. Mais c'est pas l'urgence du moment. C'est compliqué à mettre en œuvre. Franchement, que ça soit pas là en septembre, c'est pas un problème. En revanche, excuse-moi, je reviens juste un tout petit peu dans ta chronologie sur la partie AR. Moi, j'y crois qu'il y a peut-être quelque chose sur la partie AR, capacité à faire ce que tu as appelé dans ton conducteur des live photos 3D avec de l'AR. Apple vraiment cocoon ce truc-là depuis longtemps. Et puis il y a un truc qui est passé inaperçu, mais pas chez moi cet été, c'est que dans pas mal d'Apple Store au monde, Tokyo, Paris, New York, Chicago, je crois, et un autre, ils ont lancé 6 fois par jour des ateliers réalité augmentée avec un musée new-yorkais qui s'appelle le New Museum. Et tu pouvais t'inscrire comme ça et aller visiter. C'est ce que j'ai fait moi dans le centre-ville de Paris autour de l'Apple Store Saint-Germain. Plein d'endroits où des artistes avaient posé des œuvres d'art en AR que tu ne pouvais voir et accéder qu'avec une application spéciale qu'ils ont développée avec le New Museum en AR. Et je me demande si c'était pas au-delà de la performance qu'ils ont fait avec le New Museum et certains artistes, un espèce de test d'usage grandeur nature. À mon avis, c'était pas anodin, ce qui me ferait dire que l'AR serait peut-être plus là dans des premiers usages grand public, bien plus que la 5G. Oui, on espère tous un casque, notamment. On en reparlera un peu plus tard dans cette émission. On a une partie qui est consacrée à ça. Oui, Laurent. Je suis assez d'accord avec Mister X. J'ai été, il y a quelques semaines, j'ai amené une amie visiter l'Apple Park. Et dans la visite, c'est intéressant parce que la visite de l'Apple Park, donc on peut pas visiter l'Apple Park, donc en fait il y a en face de l'Apple Park une maquette de l'Apple Park en dur, et en fait avec des iPads on arrive à simuler en réel l'Apple Park. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fin de l'utilisation, quand on a rendu les tablettes, ils nous ont demandé est-ce qu'on peut faire un petit sondage et une petite analyse qualitative sur l'utilisation de la réalité augmentée. Ouais, il se pose beaucoup de questions. Donc ça vient. Moi je dis il y a baleine sous gravillon, mais bon. Hein. Et pour conclure, pour registre de l'iPhone, c'est bien sûr les précommandes. Ce serait donc le vendredi 20 septembre pour les précommandes. Ce serait donc le vendredi 13. Voilà, j'ai pas noté parce que le vendredi 13 j'ai du mal. Et ce serait la livraison le 20 septembre. Il a déjà noté parce qu'il est prêt déjà à commander, l'ami Stéphane. Et au registre cette fois du nom, au revoir les 10S et 10S Max. Bonjour les iPhone Pro, et au revoir le 10R. Bonjour les iPhones tout court. C'est voilà qui serait un peu plus logique. Reste encore 2 questions à répondre dans cette émission. D'abord le stockage. On a vu que on était à 512 Go l'année dernière. On était à 256 il y a 2 ans. La logique voudrait qu'on passe à 1 Tera. C'est arrivé dans le monde Android également. Hein. Et puis on va voir le prix surtout. Justement le prix. Quel prix pour le prochain iPhone? L'iPhone est-il trop cher? C'est l'objet de ce prochain chapitre.
La question est simple, messieurs, dames. Pensez-vous qu'Apple doit baisser ses prix pour enrayer les ventes qui s'érodent? Car les ventes s'érodent, pour vous donner un exemple. On a réussi à se procurer quelques chiffres de vente de différents modèles d'iPhone sur l'année écoulée. Donc vraiment entre le moment où l'iPhone 16 est sorti et là le mois de septembre, hein, on les a réussi à les obtenir auprès d'un important revendeur en France. Hein, et ça ne concerne donc que la France. Alors, ce sont des fourchettes, hein, c'est pas vraiment à la virgule près. Mais regardez, quel est selon vous l'iPhone le plus vendu en France cette année? Quel modèle d'iPhone? Qu'est-ce que vous diriez naturellement? Le dernier, L'iPhone 16 ou 10R. L'iPhone le plus vendu en France cette année, c'est l'iPhone 6S qui pèse environ 20% des ventes, et suivi de près par l'iPhone 10R qui fait un peu moins. Et puis regardez, troisième, l'iPhone 7 qui est troisième avec un peu plus de 10% des volumes. Et l'iPhone XS est très très loin, le 10S. Il s'est vendu, selon nos sources, près de 3 fois moins d'iPhone 10S que d'iPhone 10R en France. Il y a clairement, Monsieur X, un problème de positionnement tarifaire. Du moins, si on croit ces chiffres-là. On sait que le marché français est particulier. Hein. Il y a de moins en moins de primo-opérateurs. Mais voilà, est-ce que l'iPhone est trop cher en France? Alors, on pourrait répondre simplement l'iPhone est trop cher. Et ma réponse serait oui, mais un peu plus large que ça. C'est en fait, Apple n'a pas une gamme ou ne travaille pas systématiquement une gamme d'iPhone avec des iPhones d'entrée de gamme compétitifs. Donc, ils continuent à sortir des modèles très haut de gamme. S'ils ont la bonne valeur ajoutée et qu'ils soient très chers, super, mais il faut qu'ils apportent autant d'attention sur des iPhones d'entrée de gamme qui renouvellent, qui soient compétitifs en fonctionnalité et en prix. Et tes chiffres prouvent l'appétence qu'il y a. Et moi, je crois que l'essai avec l'iPhone XR la dernière fois est un premier pas dans ce sens. Il y a déjà des premières rumeurs qui disent qu'on n'aura peut-être pas d'annonce d'une gamme d'entrée de gamme d'iPhone mardi prochain. On aurait peut-être à attendre le printemps prochain, mais qu'Apple, devant la réalité des chiffres, va porter son attention là-dessus. Donc, trop cher, oui, mais surtout une gamme qui est resserrée. C'est un on va dire des caractéristiques de l'iPhone. Mais là, ils ont touché le mur. Comme tu dis, les ventes au global s'érodent. Et puis, les clients achètent des modèles qui ont 2 ans. Donc, il est vraiment temps de bouger. Fanny. Qui ont 2 ans, et puis on a une évolution aussi du marché. L'arrivée des marques chinoises, et encore cette année, on voit le flagship de Xiaomi, l'arrivée de toutes les autres marques, hein, et Honor qui continue à faire des super ventes. On est avec des produits qui sont quand même très techno, très efficaces, qui font le job et qui sont 2 fois moins chers. Et les gens qui hésitaient pendant très longtemps à quitter Apple parce que l'écosystème est tu mets ton code et puis c'est bon, tu retrouves tout ton environnement, etc. Ils se rendent compte qu'en fait, quand tu as déjà un Gmail et tout, tu peux passer à un téléphone Android et pour 2 fois moins cher et que tu arrives à avoir quand même un bon appareil photo, un truc qui lit tes mails, qui fait le GPS. Et les gens, ils ont moins peur de basculer parce que ça se fait par effet domino, c'est-à-dire que tu as quelqu'un dans la famille qui l'a fait et puis qui dit « Ah, mais en fait, ça marche bien, je suis content d'avoir changé d'écosystème. » Alors qu'avant, on avait vraiment une barrière, les gens avaient du mal à quitter Apple. Là, on commence à voir que ça se démocratise, cette ruée vers Android. Alors même s'il y a eu des refroidissements avec ce qui s'est passé en juin, les petites guerres avec Huawei et les États-Unis, mais mine de rien, il y a encore d'autres marques. Aujourd'hui, voilà, potentiellement, on ne sait pas si Google, si Huawei va pouvoir encore longtemps héberger Android dans ce téléphone. Non, mais en effet, quand même après, il y a frein. On l'a vu sur les ventes lors du trimestre. Mais tu as toutes les autres marques. Voilà, c'est que Xiaomi pour l'instant n'est pas concerné. On ne sait pas comment ça va évoluer, et que pour l'instant ça fonctionne. Et les gens, ils voient 400, 500 euros. J'ai un smartphone qui fait ce que j'ai envie. Parfaitement raison. Mais j'ai l'impression que c'est très européen en tout cas. Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est très européen. Parce que si vous allez aux États-Unis, il n'y a pas que Xiaomi. Il n'y a pas Huawei, forcément. Non. Et forcément, Apple est sur un boulevard. Je te parle du marché français. Mais c'est là où, comme tu quelque vas part... en Chine ou au Japon, je veux dire, il y a 5 ans, tu ne voyais pas un iPhone au Japon. Ils étaient encore avec leur téléphone à l'ancienne. Et puis, il y a eu une année où tout a basculé. Ils sont passés à l'iPhone parce que ça faisait has-been d'avoir un téléphone japonais. Et là, c'est en train de rebouger. Donc... Tu as des périodes, et là, on sent qu'il y a quand même une bascule. En effet, Apple n'a plus Mais ce que je veux te dire, c'est qu'Apple est tellement américano-centrique et tellement basé sur le marché américain, étant donné que ça ne perfuse pas aux États-Unis ce genre de phénomène-là, puisqu'il n'y a pas Xiaomi et qu'il n'y a pas Huawei,
Eh bien, voilà, il y a d'autres marques qui se positionnent, bien sûr, avec des prix cassés. Et puis, et puis Google aussi propose des produits aussi qui sont pas mal, et souvent moins chers que ceux d'Apple. Passons. Mais voilà, c'est aussi le problème d'Apple qui a les yeux rivés sur le marché américain, Laurent. Ouais. Je pense qu'il y a un effet d'âge aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus cette... Moi, j'ai regardé autour de moi qui basculait sur Android ou qui restait fondamentalement sur Android. Je parle pas des geeks, je parle pas du microcosme très technophile qui teste qui est sur les deux plateformes tout le temps. Tout ça. Non, mais je me rends compte que les familles sont souvent sur une techno. C'est-à-dire que iMessage, finalement, on a sous-estimé le pouvoir d'iMessage. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, quelqu'un me disait « Ah ouais, mais moi, j'ai plus un iPhone, je reçois plus aucun message familial parce que le message groupé. » Et en fait, parce que c'est compliqué de mettre tout le monde sur WhatsApp quand les personnes sont un peu âgées. Donc je pense qu'il y a vraiment question de génération. Des strates. Je pense que les jeunes n'hésitent pas du tout à basculer. Je suis entièrement d'accord avec Fanny là-dessus. L'offre est vraiment florissante sur les téléphones, surtout en Europe. Ouais. Bon, j'espère qu'on aura un peu plus de réponses à vous donner, notamment côté prix. Dès mardi, soyez au rendez-vous dès 18h30 sur onrefaitleMac.com et sur nos différentes chaînes. On a assez donc parlé de l'iPhone. D'autres produits devraient être dévoilés mardi pour cet Apple Event. Je pense à l'Apple Watch Series 5, à un nouvel Apple TV, c'est bien de tomber. Et pourquoi pas des lunettes de réalité augmentée. One More Thing, des lunettes de AR pourraient être présentées prochainement, croyez-vous. On a déjà éventé le sujet en début d'émission. En tout cas, la techno est mûre pour permettre à Apple de se lancer. On a vu que Apple fait des essais depuis maintenant 2-3 ans autour de AirKit sur iOS. Alors la rumeur n'est pas nouvelle. En début d'année, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait que les lunettes d'Apple pourraient entrer en production dès le 4e trimestre de cette année. On y arrive. Et la disponibilité serait pour le second trimestre 2020. On y est. Avant que cette rumeur soit démenti avant l'été, puis là ça revient. Figurez-vous qu'elle est relancée par MacRumors qui a déniché dans iOS 13 une build d'iOS 13 de nouvelles fonctionnalités d'AR, de réalité augmentée et des fonctionnalités logicielles. Et il y a un nouvel appareil dédié à cette technologie. Il y aurait même une harpe qui serait développée spécialement pour ça. Ça s'appelle Star Tester qui permet d'activer un mode d'affichage tête haute. Regardez, ils ont même trouvé une image, c'est assez étonnant. Alors ça ressemble plus à un casque bricolé façon Google Card, donc on est loin de HoloLens chez Microsoft, mais voilà, à votre avis, madame, messieurs, est-ce qu'on a une fan de l'AR avec Fanny est-ce que c'est pas encore un peu tôt? Mais écoute, non, quand on voit ce que fait actuellement Microsoft avec ses HoloLens et en particulier la V2 qu'ils ont amélioré, qui a été allégée, etc., et ce qu'on peut faire en réalité augmentée, mais qui est dédié au B2B. C'est vraiment un marché pour l'instant professionnel. Microsoft, ils ne visent pas du tout le grand public, à un moment donné, parce que j'ai vu des jeux vidéo hyper intéressants à tester en réalité augmentée. C'est un marché pour l'instant qui coûte cher, c'est un développement qui coûte cher. Il faut miniaturiser, il faut alléger, il faut avoir de la batterie. Là, actuellement, on est à 2 heures et tout le monde trouve que c'est trop lourd à porter. Donc, est-ce que c'est intéressant pour Apple et est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir un truc mieux là tout de suite? C'est ce que les gens attendent. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Après, là où c'est intelligent, c'est qu'ils développent la techno, ils développent les logiciels et qu'on va vite voir des choses apparaître. Là, pour l'instant, on les voit au travers du téléphone. Google a ajouté dans Maps le fait de pouvoir se diriger. En effet, on voit à travers la vidéo et l'appareil photo du téléphone, les directions. Imaginez si on peut choisir, dire j'ai besoin d'une pharmacie, et là tout d'un coup on voit une grosse croix qui clignote en réalité augmentée dans l'endroit, dans la rue, en urgence, et on sait que c'est ouvert parce que c'est les horaires d'ouverture, donc ça ne fait clignoter que les trucs ouverts. Il y a plein d'usages à rajouter, mais c'est encore un petit peu tôt, donc je suis pas sûre qu'on voit tout de suite les lunettes, à moins que ce soit dédié justement à un marché B2B, mais c'est pas trop du Apple. Oui, Fanny, et puis le marché professionnel, on sait que ce n'est pas forcément la force d'Apple, le B2B, mais la question, on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de savoir, il y a vraiment baleine sous gravillon pour moi, c'est au côté d'Apple, et la réalité augmentée, la question, c'est pas savoir si Apple va sortir, c'est plutôt quand. Pour s'en convaincre, il suffit de lister le nombre d'acquisitions impressionnantes qu'a fait Apple ces dernières années, dès 2013 avec le rachat de PreemSense, qui était à l'origine de la Kinect sur la Xbox 360. En 2015, ils ont racheté Metallo, puis Faceship pour la motion capture. Ils ont racheté Flyby Media, qui a travaillé avec Google sur Tango.
En 2016, ils ont racheté Emotion. En 2007, ils ont racheté VR-Vana. Ouais, ils ont acheté Spectral toujours en 2017. En 2018, ils ont racheté une société qui s'appelle Aconia Holographics, qui est spécialisée dans les écrans de AR. Et il y aurait quelqu'un qui est très connu au sein d'Apple qui serait à la tête de ce département AR. Il s'agit de Dan Riccio, qui lui supervise toute l'ingénierie matérielle d'Apple. Donc je pense qu'on aura des bonnes surprises, mais peut-être pas mardi. Je pense qu'il faudra attendre encore quelques temps. Autre rumeur, surprise, peut-être un mot. Juste un mot. Est-ce que, oui, et je rebondis sur ce que disait Fanny. Fanny disait ça peut être utile dans le jeu. Est-ce qu'on peut peut-être voir quelque chose arcade, Apple Arcade et le jeu? Pas pour là, mais pour juste après. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose à court terme. Il y a des choses. Il y aura des choses plutôt autour de l'Apple TV, puisque si tu sors à l'Apple Arcade, il y aura forcément un pendant sur la télévision et pas uniquement sur l'iPad et l'iPhone. Donc, la logique voudrait qu'il y ait un nouvel Apple TV qui sera présenté prochainement, et pourquoi pas dès mardi. Mais moi, j'y crois un petit peu moins à court terme. Mais c'est vrai qu'à long terme, on pense réalité augmentée ou réalité vecteur. Aide-moi, réalité. VR, voilà, réalité virtuelle. Eh bien, on pense naturellement au jeu et à l'immersion dans ce domaine. Autre rumeur surprise qui est tombée sur les téléscripteurs cette semaine, c'est l'arrivée d'un tag Bluetooth, et ce serait un concurrent de Tile. Un concurrent de Tile pour Tile, un tracker d'objets d'Apple. Est-ce que vous y croyez? Selon les dernières rumeurs de Mac Rumors, ils ont beaucoup travaillé la semaine dernière. Ils auraient trouvé, donc, regardez cette image dans iOS 13 dans une bulle, et ça ressemble, regardez, à un petit Tile en réduction, un petit tracker Bluetooth. On a vu, Stéphane, effectivement, dans iOS 13, toi qui l'as testé quasiment tout l'été, qui a des fonctions avancées pour retrouver son iPhone quand on l'a perdu, puisqu'on peut même, hors connexion, retrouver son iPhone parce qu'il communique en Bluetooth avec les iPhones voisins. Donc il y aurait un écosystème à créer. Ça a du sens, cette rumeur, Stéphane. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. J'ai Tile, ma mère en a. Enfin bon, on va pouvoir en mettre. Moi j'en ai, c'est super pratique. Super. Non, mais j'étais en train Je l'utilise pour traquer mes valises aux aéroports et savoir où elles sont et si elles sont bien, si ma valise est bien dans l'avion. Les valises, et moi je pensais aussi aux enfants, mais bon, c'est. Oui, tu traques tes enfants. Ça, c'est moins bien, ça. Son côté mère juive, mais ça, c'est pas grave. Bah ouais, mais voilà, mais bon, on va voir. Mais pourquoi ils viennent dans ce marché? Ce qui est plus surprenant, monsieur X, c'est qu'Apple, effectivement, tu viens de le dire, n'a pas l'habitude comme ça de s'éparpiller sur plein de marchés différents. Et là, encore une fois, un nouvel accessoire. On sait qu'ils aiment bien rationaliser leur gamme. C'est pas encore une fois dans l'ADN d'Apple, mais ça semble assez réel, vu les images qui circulent, à moins que ce soit du fake. Écoute. D'abord, c'est pas très compliqué à faire. Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, ça peut être une opportunité chez Apple. Donc, il faut plutôt regarder sur est-ce qu'il y a un potentiel d'usage. Et moi, je crois vraiment. Il y a un usage, à mon avis, qui est mal rempli aujourd'hui, mais qui est très nécessaire et qui parle à beaucoup de gens. C'est de traquer ces animaux de compagnie. Voilà, donc parce qu'il y a aujourd'hui des petits traceurs GPS, mais ils sont en général chers, mal intégrés, blablabla. Tu prends la France, le marché français, et tu regardes le nombre d'utilisateurs d'iPhone qui ont un chien ou un chat. Si tu fais un tracker qui s'intègre bien dans l'application Home, pourquoi pas, tu en fais un accessoire domotique. Tu as des scénarios d'usage comme ça, ne serait-ce que pour les animaux de compagnie, qui sont vachement intéressants. Et puis tes objets, les valises, qui sont des usages plus particuliers. Mais il n'y a pas d'argent à faire sur ce marché parce que ces trackers, tu fais pas de marge dessus. Voilà, donc un produit où tu fais pas de marge, je vois pas ce que vient y faire Apple, mais pourquoi pas, ça leur permettrait peut-être d'occuper le terrain des nouveaux produits, des nouvelles idées, où c'est un peu quand même morne pleine depuis quelques années. Laurent, pour conclure. Moi, je vois, alors j'y crois beaucoup, ils ont l'écosystème, c'est-à-dire que chaque possesseur d'iPhone devient aujourd'hui finalement un détecteur potentiel, et c'est qui était le concept de Tile, sauf que là, il n'y a plus rien à installer, plus besoin que quelqu'un ait l'application installée, c'est natif. Donc effectivement, pour les animaux de compagnie, je vois ça comme ce que je disais tout à l'heure sur iMessage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de rendre captif des gens de l'environnement Apple. Les gens vont se dire, je prends le cas de Mr. X qui disait mon chat ou mon chien grâce à mon iPhone. Mais finalement, il va rester sur son iPhone parce que c'est avec ça qu'il retrouve son chat ou son chien. Moi, j'aime beaucoup le tracker d'Invoxia qui marche très bien et qui, lui, a un vrai GPS intégré et qui se connecte
au réseau LoRa, vous savez, donc réseau. Et Sigfox. Voilà, et Sigfox, donc ça marche super bien. Allez, assez parlé des rumeurs qui semblent peu fiables ou fiables, on verra mardi. Une chose est sûre, c'est qu'a priori, mardi, il y aura une nouvelle version de l'Apple Watch. On en parle dans ce prochain chapitre. Apple Watch Series 5, une version en titane, ce serait la principale évolution, du moins en apparence, côté design pour cette montre dont le form factor a déjà évolué l'an passé, donc on ne pense pas qu'Apple propose encore une taille d'écran supérieure ou inférieure. C'est le site brésilien iHelp BR qui affirme que de nouvelles matières seraient utilisées pour habiller la montre, en plus des anciennes versions en alu ou en inox. Donc un boîtier en titane, et pour ce faire, ils ont déniché, regardez une petite vidéo, le processus de jumelage qui dévoile l'appellation titanium. Ça nous rappelle des bons souvenirs, Monsieur X. Oui, absolument. Un de mes MacBook préférés, en tous les cas, mon premier quand je suis rentré chez Apple, ça fait très longtemps. C'est en même temps un très très bon souvenir parce que c'est un beau matériau et puis que ça peut être très utile à plein de titres. C'est aussi un mauvais souvenir. C'est une des machines, le MacBook Titanium à l'époque, qui a connu le plus de pannes. C'est peut-être même le MacBook qui a connu le plus de les claviers pannes, papillons, donc... c'est pas mal non plus, hein, je te rassure. Ouais, mais tu sais, sur les MacBooks, c'était carrément le châssis et le châssis écran qui partait en vrille. Ouais. J'en ai changé tant et plus. Voilà. Donc, après, le titane, c'est plus souple que l'aluminium, c'est ça, et ça a tendance à casser, c'est ça. C'est moins souple que l'aluminium et ça casse, c'est ça. Voilà, c'est moins souple que l'aluminium, ça a tendance à carrément faire des fissures. Donc, je suis pas sûr, dans tout le choix des matériaux qu'ils ont, céramique ou même acier inoxydable, que ce soit une très grosse avancée. Là aussi, sur la Watch, il y a peut-être d'autres choses, à mon avis, à attendre qu'un changement de châssis supplémentaire, en tous les cas de matériaux. Est-ce qu'il y aura également une version en céramique qui serait de retour? Elle avait disparu l'année dernière, Stéphane. Est-ce que c'est pas quelque part une volonté d'Apple de revenir sur des matériaux un peu plus nobles avec le titane et la céramique, une volonté de tenter de remonter en gamme? On sait que les premières versions avaient ciblé l'horlogerie de luxe avec un modèle en or à près de 20 000 euros, a vite abandonné parce qu'effectivement, une montre en or à 20 000 euros, elle dure longtemps. C'est loin le cas de la première Apple Watch. C'est sûr que si on tient compte que la première Apple Watch était une alpha, que la deuxième était une bêta, et que c'est à partir de la troisième qu'on avait vraiment un produit finalisé, c'est sûr que là, maintenant qu'on a quelque chose qui est populaire, je suis souvent critique avec Apple. Non. Si, un petit peu. peu. De temps en temps. De temps en temps, mais force est de constater qu'il y a quand même deux produits qu'on voit très souvent dans les oreilles et sur les poignets, ce sont les AirPods et l'Apple Watch. Je pense que là, ils ont bien raison de consolider ça et de profiter de ça. Petit à petit, brique par brique. Et aujourd'hui, là, tantôt le succès, lancement était carrément loupé et le produit n'était pas finalisé. Tantôt le produit est mature. Aujourd'hui, tu en as une au poignet. Ouais. J'en ai une au poignet, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il se dit. Cependant, pour moi, de mettre des matériaux nobles, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, et ça, c'est typiquement celle en or, parce que chaque année, il y a nouveau modèle. Et on l'a vu relativement facilement en faisant du sport, des choses comme ça. Ouais, et donc du coup, finalement, on a envie d'avoir la nouveauté. Alors pareil, avec toujours le ruissellement. Moi, je la donne à ma tante, à mon cousin, mon truc. Donc chaque année, il y en a qui sont contents. Mais du coup, finalement, on est sur des modèles. C'est devenu un bien de consommation, quoi. Comme l'iPhone. On en revient à la discussion un peu. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus quand même des montres. Du moins, il faut avoir un iPhone pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sent que le succès est au rendez-vous. On est loin des chiffres de l'iPhone, mais c'est de loin la montre connectée la plus répandue aujourd'hui. Ça rend Apple le premier fabricant de wearable, quoi. Ouais, et qui est devant l'horlogerie suisse. Vous allez voir certainement mardi, Tim Cook va encore annoncer qu'ils vendent plus de montres que Apple, lui seul, que toute la Suisse en entier sur tout le marché de l'industrie de la montre. Bref. Le reste des nouveautés concernant l'Apple Watch serait plutôt du côté de WatchOS 6, dont on a vu pas mal de choses sur la bêta. On parle beaucoup d'une fonction de suivi de sommeil, ça a du sens encore une fois, puisque Apple a racheté Beddit, souvenez-vous de cette petite application et ce système de mesure du sommeil, ce qui sous-entendrait aussi qu'il y aurait une amélioration de la longévité de la batterie. On le constate quasiment chaque année. À l'arrivée de la 4G nous a un peu privé ça, pas sur celle-là toi. Ah non, moi je tenais... Toi t'as la 4G là. Ouais. Je tenais 2 jours avec la 3
Donc Ouais. si j'oubliais de la charger une journée, finalement c'était pas très grave, j'arrivais à m'en sortir. Là c'est mort quoi, c'est tous les jours, sinon ça tient pas, avec ou sans 4G. Alors moi j'ai fait une expérience intéressante. Moi le meilleur test c'est quand tu vas courir avec, que tu mets tes AirPods, donc tu charges à mort et en plus tu cours. Donc tu as le GPS activé, etc. Ouais. Donc généralement j'arrive quand même à tourner, à la garder la journée. Mais j'ai fait une mauvaise expérience cet été comme toi puisque mon iPhone est tombé en panne, donc j'étais obligé de me faire une petite cure numérique, ce qui était plutôt agréable pendant une petite semaine, voire 2. Et en fait, pour téléphoner, je n'avais que ma montre. Donc finalement, je la chargeais le matin et elle avait du mal entre le fait de courir, parce que j'essaie de courir un petit peu, parce que voilà, le point est là, les ans arrivant, on essaie de les dissimuler avec des écrans, mais un 13 pouces, il faudrait peut-être bientôt un 17 ou un 20 pouces, mais passons. Et donc on essaie de courir, téléphoner, etc. Elle avait vraiment du mal à tenir la journée, donc c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, mais tenir en plus la nuit, c'était quasiment mission impossible. Pourquoi ? Parce que on sent que lorsqu'elle communique avec l'iPhone, elle se décharge énormément de tâches, et quand tu travailles tout seul, elle est chargée à mort, surtout quand tu cours, surtout quand tu écoutes de la musique et tu lances le GPS, quoi. Donc c'est un point à surveiller. Encore une fois, une réponse mardi. Et moi, j'ai un souhait très personnel, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est qu'Apple abandonne la prise propriétaire de recharge qui est nécessaire pour tirer parti de la recharge inversée. Oui, en fait, comment pouvoir recharger son iPhone avec la recharge inversée de l'iPhone XR s'il y a toujours la prise MagSafe induction de l'Apple Watch? Ça me semble un peu compliqué, et qui mettent véritablement un système d'induction commun de tous les Qi, commun à tous les téléphones. Ce serait pas mal, et en plus on pourrait recharger son Apple Watch sur n'importe quel chargeur sans fil, puisque l'AirPower, à ma connaissance, n'est pas prêt de remontrer son bout de carton. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible sur les annonces qui sont prévues pour ce mardi 10 septembre à partir de 18h30. On va prendre l'antenne une demi-heure avant sur On fait le Mac. Soyez au rendez-vous. On va essayer de faire passer un bon moment, de vous traduire tous les propos de Tim Cook en direct et prendre du plaisir tout simplement à découvrir les nouveaux iPhones et j'espère des surprises. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence par Fanny. Oui, alors moi, écoute, j'en ai 2. La première, c'est si vous n'avez pas vu cet été la série The Boys sur Prime Video, parce que oui, il y a des bonnes séries sur Prime Video. Amazon, exactement. C'est gratuit, ça fait partie de votre abonnement Prime si vous êtes abonné, vos 50 € annuels. Et donc, je vous conseille d'aller la regarder. C'était un des bons. C'est un truc de super-héros bien cynique, bien affreux, mais plein de tech et plein de trucs bien fun. Et c'est saignant à souhait. Donc, allez la voir. Pour une fois, ça vaut le coup de quitter Netflix et d'aller faire un tour sur Prime Video. Et puis, le deuxième, là, c'est le Honor 20 Pro, justement, dans les téléphones qui valent le détour pour le rapport qualité-prix. Parce que, justement, il y a toutes ces options photos qu'on a dans le Huawei P30, la macro, le grand angle. Mais sans la G-Flick, en gros, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, faites-vous plaisir si vous aimez un peu ces coloris sympas et tout, et que vous hésitez à basculer. Ça fait partie des bons produits de la rentrée. Merci Vanny. Monsieur X, de ton côté, ton coup de cœur de cet été. Alors, mon coup de cœur de cet été, c'est un produit que j'ai pas encore et que j'ai magasin, mais je vais l'avoir. Je l'ai même peut-être fait en 2018, ce coup de cœur, mais c'est pas grave, je vais le refaire en 2019. Et donc, c'est un produit de chez Samsung, qui est une télé qui s'appelle The Frame, qui fait en même temps une télé de bonne facture, hein, c'est du QLED si ma mémoire est bonne, et qui vous permet d'afficher des œuvres d'art, soit issues d'un service de chez Samsung, soit vos propres photos. Et donc, ça permet d'effacer cette espèce d'énorme carré noir qu'on a dans son salon ou dans sa chambre pour en faire quelque chose de joli. Voilà, donc cette télé me fait rêver depuis longtemps. En ce moment, j'espère même que les modèles 2020 vont être présentés avec des diagonales de folie, et j'économise déjà pour l'année prochaine. Merci Monsieur X. De ton côté en plateau, on continue avec Stéphane. Quel est ton coup de cœur cette semaine, Stéphane ? J'en ai 2 aussi. Le premier, c'est un livre qui était passionnant, qui est sorti le 22 août, et je l'ai fini le 22 août. Tu l'as dévoré. Non, parce que c'est vraiment une immersion dans une histoire, dans une famille parisienne, on va dire un peu classique, mais ça s'appelle Les choses humaines de Karine Thuil, et j'ai découvert hier qu'elle était déjà dans les prélistes du Goncourt. Ouais. C'est très bien écrit, et ça parle d'un sujet qui est malheureusement revenu d'actualité depuis l'affaire Weinstein, qui
qui est une histoire de viol, mais racontée d'une façon tellement fine, franchement, c'est à lire et à faire lire, parce que je pense que, et pas seulement par tout le monde, quoi. Le deuxième, alors là je vais être un peu plus geek, c'est un hub de chez Baseus. Vous savez, on a des Baseus. Alors donc les hubs qui sont fournis avec nos MacBooks blancs sont pas très beaux, etc. Donc on branche en USB-C, c'est voilà, ça, pour avoir les prises USB, l'HDMI, l'Ethernet. Et là nous avons le port USB-C, nous avons des ports USB 2 classiques, nous avons port 3, voilà, pardon, ouais, et on a une entrée HDMI, et en plus, bonus, on a ici, sur cette zone-là, on peut charger son Apple Watch. D'accord, tu as un système de recharge à induction. Exact, un recharge à induction en plus. D'accord, et mais donc que l'Apple Watch, pas le téléphone. Ça n'a pas marché, d'accord. Mais en gros, on peut au moins réussir ça, et je trouvais ça, déjà je le trouve joli. Oui, c'est plutôt design. Je le trouve joli, et en plus, voilà, je trouve que c'est... Ça vaut cher ? Non, il y a la première version sans le wireless, c'est à 19 €. Ouais, c'est pas cher. Et avec la version pour l'Apple Watch, c'est à 26 €. Et c'est sur un site que j'adore et qui fait des gadgets d'enfer, qui s'appelle Wanda Mobile. J'achète tout là-bas. Écoutez, il est déjà arrivé. C'était sa commande de l'été. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur. Moi, il va être assez incroyable. C'est un produit ultra low-tech. Sur tes recommandations, je suis allé visiter les boutiques Xiaomi à Paris. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé pour 2,99 € un fidget qui sont des petits Lego. Et je trouvais que pour le blues de la rentrée, se détendre de ce blues-là, c'était le meilleur investissement possible pour bien commencer. Ouais, il y a plein de choses différentes. C'est des choses marrantes et pas du tout chères dans les boutiques Xiaomi. Allez voir. Il n'y a pas que des trottinettes et des aspirateurs ou des luminaires. Il y a des choses vraiment amusantes. Smartphones. Ouais, ou des smartphones. Il y a vraiment des choses sympas et pas chères pour se faire plaisir et souvent très design dans l'esprit de ce que fait Apple et sans le prix. De mon côté, toujours dans l'esprit du design et ce que fait Apple, également un chargeur sans fil. C'est le dernier chargeur de chez Sandisk, qui s'appelle le Xpand Wireless Charger. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce chargeur? Et je l'ai là, regardez, il charge mon iPhone depuis le début de cette émission. Alors, bien sûr, il est très confortable, on peut le charger, mais il est connecté, ce chargeur, et il permet en plus d'installer une application sur l'iPhone et de backuper automatiquement, si tous les iPhones de la famille, par exemple, installent la même application, l'ensemble de vos photos. Si vous n'avez pas envie de prendre un gros abonnement sur iCloud, c'est peut-être une alternative plutôt sympa. Vous branchez, ça charge, ça sauvegarde vos photos. Ça arrive, moi cet été, quand j'ai perdu mon iPhone, dirons-nous, quand il est tombé en panne, certaines photos ont été perdues parce on n'est pas forcément des zones connectées, on n'a pas le temps de se synchroniser sur iCloud, et j'ai pas mis pas mal de photos. Là, j'aurais gardé mes photos. Ça s'appelle donc le Sandisk Xpand Wireless Charger, et ça vaut pour la version 128 Go autour des 110 € et la version 256 Go, c'est un SSD à l'intérieur, ça vaut autour des 170 €. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça t'inspire quelque chose, Stéphane? Rien, je trouve que c'est une façon assez maligne de pouvoir piquer les photos de sa compagne ou de son compagnon. Mais absolument pas, j'ai pas besoin de piquer les photos de ma compagne. Ce sera pas le mot. Mais non. Allez, c'est la fin de ce 342e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'avoir fait votre déplacement jusqu'à ce nouveau studio. Ça va? Ça s'est bien passé? On a encore quelques petits réglages à faire. Vous allez voir, on vous réserve plein de surprises jusqu'à la fin de cette année avec de nouveaux podcasts et j'espère vous verrez des bons moments à passer, j'espère, ensemble. Je vous donne rendez-vous en attendant pour un bon moment la semaine prochaine, mardi à partir de 18h30 pour notre émission live pour suivre en direct l'Apple Event et découvrir les nouveaux iPhones, les Apple Watch, j'espère une nouvelle Apple TV, moi c'est mon produit préféré chez Apple en ce moment, et pourquoi pas d'autres surprises. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.